Les amateurs d'histoire locale de la région de l'Orient mentionnent le fameux combat qui opposa 2 vaisseaux anglais à 2 frégates et un brick français de retour d'une campagne victorieuse contre l'ennemi héréditaire. C'est ce combat que nous allons vous raconter. La paix d'Amiens, signée le 25 mars 1802, est une courte trêve, car le 23 mai 1803, le Royaume-Uni déclare officiellement la guerre à la France. Cette guerre navale se transforme en guerre au commerce. Napoléon souhaite combattre les Anglais par une guerre économique, un blocus continental qui coupe l'Angleterre du commerce avec l'Europe. Le but de cette guerre, dite de course, est d'empêcher le commerce du pays ennemi et d'ainsi ruiner son économie. Aucun bâtiment ne peut armer en course sans l'approbation des autorités de l'État. Dans ce contexte, une division se forme, commandée par le capitaine Ferretier et constituée par les frégates Ariane, Andromaque et le brick le Mamelouk. L'expédition a tenu la mer pendant 4 mois et demi, des Açores aux Antilles. À plusieurs reprises, la division a causé des dommages considérables. Elle a ainsi pu prendre ou couler 9 navires anglais, 3 portugais, un espagnol, un suédois et 11 américains. La division a fait 217 prisonniers, dont 125 ont servi d'échange à la libération de prisonniers français sur les pontons anglais. Les cargaisons des bâtiments de commerce consistent en cochenilles, indigo, bois de teinture, ivoire, piastres et autres objets de valeur provenant des bâtiments qu'ils avaient pillés. Ceux qui nous relatent le combat qui se déroula au large de Groix le 22 mai 1812 sont le capitaine de frégate Jean-Baptiste-Henri Ferretier, commandant de l'Ariane, et le capitaine de frégate Nicolas Maurice, commandant l'Andromaque. Les 2 frégates sont armées de 44 canons et ont un équipage de 300 hommes environ. Celui du commandant du brick Mamelouk, Galabert, compte 92 hommes. Un expert a aussi été mandaté, c'est le capitaine de vaisseau, Le Gouarin. Laissons les capitaines se présenter. Jean-Baptiste-Henri Ferretier, capitaine de l'Ariane. Je suis né à Nantes le 18 décembre 1765. J'ai été enseigne de vaisseau sur l'Insolent en 1795, puis lieutenant de vaisseau en 1803. J'ai pris le commandement de la frégate Caroline à la mort du capitaine Billard, promu commandant en 1810 et commandant d'escadre par l'empereur Napoléon. Nicolas Maurice, capitaine de l'Andromaque, né le 10 décembre 1774 à Lorient. J'ai été novice sur le Calonne, bateau de la Compagnie des Indes à 11 ans, pilotin à 13 ans sur le duc de Lavauguyon, enseigne de vaisseau sur la Royale Élisabeth et sur l'Affamée. Corsaire pris par les Anglais. Attaché au service de l'état-major de la marine au port de Lorient jusqu'en 1796. Prisonnier de guerre pendant 3 ans. Puis, employé au service des ports. Lieutenant en 1803 et capitaine en 1810. Je tiens à préciser que j'ai perdu tous les papiers dans ce naufrage, ce qui me prive de faire un rapport circonstancié de la croisière. Mais ce rapport n'aurait rien à ajouter à celui du commandant avec lequel j'ai constamment navigué de conserve. Je me bornerai à lui adresser celui de ce qui s'est passé dans la journée de 22 au 23 courant. Le capitaine Ferretier décide de se diriger vers l'Orient, car il a appris par ses prisonniers un fait confirmé par la lecture des papiers trouvés à bord de bâtiments qu'ils avaient capturés. Le vice-amiral Zacharie Allemand a quitté l'Orient pour Brest avec sa division. Les forces anglaises veillent sur cette escadre française et la suivent pour la neutraliser. Le capitaine Ferretier se dit alors qu'il va se diriger vers le port de l'Orient puisque l'entrée en est libérée. À 5 heures du matin, la division voit la pointe de Pamar. Le capitaine Maurice, sur l'Andromaque, relate la suite. À 6 heures, je vis et relevai les Glénans à l'est. Je hélai le commandant Ferretier et lui demandai si le relèvement que je venais de faire se trouvait d'accord avec le sien. Il me répondit affirmativement. Je pris alors mon poste dans son sillage
et le Mamelouk à son côté de tribord. Nous avons continué à faire route dans cet ordre pour doubler les Glénans, ce que nous n'avons pu exécuter qu'à 10 heures, la brise ayant encore molli. À 10 heures, les Glénans sont doublés et la division approche de l'île de Groix. À 11h30, les vigies aperçoivent un 3-mâts supposé être un bâtiment de guerre dans le sud-ouest de Groix, à distance d'environ 10 lieues de cette île courant bâbord à mur. Le capitaine Ferretier reconnaît ce vaisseau qui passe derrière l'île de Groix. Il s'agit du HMS Northumberland de 74 canons, accompagné d'un autre navire, le brick HMS Growler, équipé de 18 canons. Ils ont reçu l'ordre de détruire les forces françaises. Ferretier continue sa route, sous toute voile possible, en ordre de bataille. À midi, la marée commence à descendre, le vent passe de nord-ouest à ouest-sud-ouest, fraîchissant. À 1h de l'après-midi, le vaisseau ennemi a doublé Groix. Il attend la division française au Pass des Coureaux. Le capitaine Ferretier sur l'Ariane s'organise avec les autres capitaines. Je tins le vent bâbord à mur pour faciliter le ralliement à la division. Je fis signal de se préparer au combat et j'ordonnai de mouiller une grosse ancre par l'arrière pour présenter tribord à l'ennemi. Le capitaine de l'Andromaque exécute les ordres. J'imitais l'Ariane dans sa manœuvre en prenant les amures sur le même bord qu'elle. Me trouvant à portée de voix du commandant, je lui demandai s'il était possible de donner dans la passe pour aller au mouillage de l'Armor et attendre le retour de la marée qui perdait depuis 1 heure. Il me répondit qu'étant sûr des équipages de la division, son intention était de forcer le passage. Le capitaine Maurice sur l'Andromaque fait alors connaître au commandant de la division qu'un officier de son bord, M. Legrand, assure pouvoir connaître assez la passe pour y passer à portée de fusil de la terre. Il ne fait pas confiance à son pilote côtier, qui avait montré, dès son départ de France, son incapacité. En effet, dans la matinée, il avait pris l'archipel des Étoques de Pamar pour celui des Glénans. Maurice accepte l'offre de l'officier. Le capitaine Ferretier lui ordonne de prendre la tête de la ligne et de faire route pour un mouillage à l'Armor. Comme convenu, je suivis l'Andromaque sous toute voile possible pour forcer le passage. Je consultai mon pilote pour savoir si la route tenue était praticable. Il me répondit que, vu l'heure de la marée, il devait y avoir assez d'eau pour les frégates. Le Mamelouk est laissé libre de sa manœuvre. Mais selon ses termes, il fait ce que l'honneur et la conscience lui prescrivent et continue à suivre les frégates. Le vaisseau ennemi se met en position de combattre la division à portée de pistolet. Maurice et Ferretier subissent les assauts de l'ennemi et Maurice note « À 2h15, l'ennemi dirige sa route pour couper la nôtre. Me trouvant par le travers de la pointe du talus, l'ennemi qui venait de mettre en panne tira quelques coups de canon, auxquels je répondis de toute ma volée. Le combat s'engagea et de part et d'autre devint des plus vifs. Le feu continue sous les cris répétés de « Vive l'empereur !» Sur l'Andromaque, Maurice est envahi par la fumée, au point de ne pouvoir distinguer la roche du Grasu qu'il voulait éviter et au large de laquelle il devait passer. Monsieur Legrand, enseigne de vaisseau qui avait pris le pilotage de l'Andromaque, fut tué. Et Monsieur Legros, le seul de mes officiers qui se trouvait connaître la côte, le remplaça. Il me fit prévenir aussitôt que l'on voyait le Grasu presque sous le Beaupré, un peu à tribord. Je fis venir la barre toute sur bâbord pour l'éviter, mais je me trouvais si près du danger que la frégate, filant à 6 nœuds, n'obéit pas assez promptement à l'impulsion du gouvernail, et je touchai, laissant la roche sur tribord. Depuis l'Ariane, le commandant observe. La fumée était si épaisse, enveloppait tellement l'Andromaque que j'avais à peine à apercevoir ses mâts et ne voyais nullement les roches environnantes. On faisait sonder continuellement et l'on trouvait encore 4 brasses d'eau par le travers des grands haubans, lorsque je m'aperçus que l'Andromaque avait touché. J'ordonnais à l'instant de venir sur tribord, mais malgré cette manœuvre, je touchais tout de suite. Le vaisseau ennemi prend le large pour réparer ses avaries.
Au même moment, le Mamelouk reçoit l'ordre du commandant Ferretier de se rendre à Lorient pour y demander des chaloupes avec des ancres à jet pour déplacer le navire. Mais presque aussitôt, il touche également la roche du Grasu. Sur l'Andromaque, Maurice voit le vaisseau anglais qui, se dirigeant vers Groix, lui présente sa poupe. Il reçut une volée des 7 pièces restantes de la batterie et de toutes celles des gaillards, les autres ayant été entièrement démontées. Je donnai aussitôt l'ordre de vider toutes les pièces de la cale, de serrer les voiles dégréées, les mâts de perroquet et de cacatois, et de mettre à la mer toutes les embarcations pour alléger la frégate afin de la remettre à flot. Les opérations se faisaient lentement en raison des nombreuses avaries que j'avais éprouvées dans ma maturité. Les frégates commencent à pencher sur le côté. Comme la mer descend, l'inclinaison est telle qu'il est impossible de se servir de la batterie. Pour ne pas chavirer, le capitaine Ferretier donne l'ordre de faire jeter à la mer les canons et canonnades de bâbord, de vider les pièces à l'eau et enfin de débarquer dans l'entrepont et de la cale tous les objets qui pouvaient alléger la frégate. Le grand mât, très endommagé par les boulets, tombe à la mer, entraînant avec lui les mâts de hune. Toutes ces dispositions avaient été approuvées par les pilotes du port de Lorient, venus à bord une demi-heure après l'échouage des bâtiments. Un nouveau combat s'engage alors que décrit Ferretier. Le vaisseau anglais, accompagné d'un brick, vint s'embouer par le travers des frégates. Et là, pendant 2 heures, fit feu roulant sur nous, sans pouvoir lui riposter. Que se passe-t-il alors sur l'Andromaque ? Un homme, nommé Le Torse, se disant pratique de la côte, vint à mon bord et m'assura que j'étais échoué sur un fond mou et pouvait être relevé. Fort de cette assurance, je changeai l'ordre que je venais de donner, de couper la mâture, et fis fermer les sabords de bâbord qui étaient du côté de l'inclinaison. Plusieurs embarcations m'amenèrent un pilote du port et quelques hommes. Maurice rend compte à Ferretier de l'état de l'Andromaque. Il lui répond de continuer à alléger pour remettre à flot son navire. Maurice poursuit son récit. Un brick ennemi que nous avions vu doubler la pointe est de Groix vint me tirer quelques coups de canon. À 5 heures, l'ennemi ayant réparé ses avaries commença son feu, qui fut terrible. Ma frégate donnait une telle inclinaison qu'il m'était absolument impossible de faire usage de ma batterie. Je voyais avec un chagrin bien amer que mon échouage me mettait dans la position de ne pouvoir me défendre. Le Mamelouk, échoué sur les roches du Grasu, s'efforce de débarquer son artillerie. Les embarcations sont mises à la mer. Le brick continue de pencher. Les mâts de perroquet sont coupés pour alléger le navire. L'eau envahit toujours le Mamelouk, contraint de couper son grand mât. Galabert sur le Mamelouk demande au commandant des embarcations pour sauver l'équipage si l'eau continue à gagner. Dans cette position, le brick reçoit plusieurs volées de l'ennemi. Un feu terrible se déploie, auquel nul bâtiment ne peut riposter. Le capitaine Ferretier s'informe de la situation. J'envoyai à bord un aspirant de première classe se renseigner auprès du capitaine Maurice sur l'état de l'Andromaque. Le canot de retour ramena un officier qui, dans son rapport, m'informa de la totale impossibilité d'éteindre le feu et de noyer les poudres. Dès cet instant, j'ordonnai d'embarquer les 86 malades et les prisonniers sur les canots venus de l'Orient apporter du secours. Pendant le transport des blessés de l'Andromaque, la frégate reçoit un boulet incendiaire sur la hune de Misaine. J'ordonnai qu'on dirigeât sur cette hune les secours de la pompe à incendie, mais on m'annonça qu'elle avait été brisée sur le pont. Je tentai de faire couper le mât, mais tous ceux de mes hommes chargés de cette opération furent tués ou blessés. Le feu gagnait avec une rapidité effrayante. On s'empressait à noyer les poudres. Cependant, l'artillerie ennemie m'écrasait, la plus forte partie de son feu ayant été dirigée sur ma frégate depuis le commencement de l'action. Le préfet maritime se rend sur les lieux à 6 heures. L'Ariane est pleine d'eau. Telle qu'elle est échouée, il est impossible de la relever. Galabert reçoit l'ordre du préfet maritime de quitter le Mamelouk. L'Andromaque brûle toujours et à chaque instant menace de couler.
le préfet ordonne d'envoyer à terre ce qui restait de l'équipage de l'Ariane et d'abandonner la frégate. Le capitaine Ferretier ordonne à ses officiers d'y mettre le feu. À 7h moins le quart, l'ordre est donné d'évacuer l'Andromaque. Le Mamelouk reçoit celui de se retirer, après avoir jeté ses poudres à la mer. Le capitaine Maurice ne peut que constater amer. 4 mois de succès pendant cette croisière qui n'offre en vérité aucun événement militaire, mais dans laquelle nous aurions fait à l'ennemi un tort considérable, devait, je l'avoue, se terminer d'une manière plus heureuse. À 8h, l'Andromaque sauta, malgré les efforts qu'on avait faits pour noyer les poudres. L'inclinaison du bâtiment constituait un obstacle insurmontable. Quant à Ferretier, À 8h30, tout mon équipage étant à terre, j'embarquais sur des canots avec mes officiers et à peine étions-nous débarqués que l'Andromaque sauta. Je vis plusieurs débris embrasés tomber à bord de la frégate. le feu est mis sur l'Ariane qui saute à 2h du matin. Le lendemain, Galabert se rend à bord du brick qu'il décide de ramener malgré les nombreux coups de canon reçus. Ce qui fut fait dans la nuit du 24 en rade de l'Orient. Les capitaines Ferretier et Maurice sont jugés en conseil de guerre sur le Diadème, vaisseau amiral du port de l'Orient. Le capitaine de vaisseau, le Gouarin, fit un rapport accablant. Monsieur Ferretier, libre de son choix d'atterrage, se décide pour le port de l'Orient. Et je ne vois là aucun blâme à imputer à ce commandant. Quand les vigies annoncent un navire à 3 mâts, tout le rang suspect. Le commandant de l'Ariane devant la force de l'ennemi aurait dû prendre le large pour le tromper. Au lieu de cela, il conduit ses bâtiments à leur perte. Les vents ont changé. Eh bien, il fallait changer de route en même temps que le vent changeait de direction. Un chef qui possédait quelque peu de talent n'aurait point fait dépendre le sort de sa division d'une variété vent. Il aurait conservé l'avantage de sa position. Il ne serait point arrivé de plusieurs lieues sur un danger qu'il pouvait éviter. Monsieur Ferretier prétend qu'il avait l'espoir de forcer le passage. Pour faire réussir cette entreprise, si elle était possible, il n'y avait qu'un moyen. Il fallait réunir toutes les forces sur l'ennemi. Il ne fallait pas former une ligne de bataille, puisque cette manœuvre n'oppose qu'un seul bâtiment à la force de celui qu'il combat. Il fallait engager franchement. Le capitaine de l'Ariane s'est tenu derrière l'Andromaque, à l'abri des boulets de l'ennemi, ne partageant avec elle que le danger des roches qui ne tenait qu'à lui d'éviter. Si le capitaine Ferretier avait eu quelque jugement, il se serait gardé de remettre le sort de sa division à la merci d'un officier, soi-disant pilote, qui ne connaissait pas. Le sens commun lui disait que le plus grand péril était celui des écueils, qu'au danger du combat, il ne fallait pas joindre celui des roches. Il n'y avait rien de plus facile que de se porter au large pour n'avoir aucune crainte. Rien non plus ne justifie la perte de l'Andromaque par le capitaine Maurice. S'étant placé chef de file, il devait faire une autre route et redouter l'ennemi moins que les roches. On devait diriger la route au compas. Au lieu de cela, le rocher qu'on devait laisser à bâbord se trouve à tribord. Il y a là impéritie et soupçon de lâcheté tout à la fois. Le 4 septembre, Ferretier et Maurice sont déclarés coupables d'impéritie, c'est-à-dire d'incompétence, ce qui peut paraître étrange compte tenu de leur passé de marins. Une lettre anonyme prétend que le commandant de la division ne voulait pas se battre. Elle souligne aussi l'indifférence du préfet maritime devant le pillage qui suivit l'évacuation des hommes du bord. Le commandant du Diadème, mouillé à quelques encablures du Grasu, n'est pas épargné. Cet épisode souligne la désorganisation des ports français de cette époque. Les capitaines sont cassés et déclarés incapables de servir pendant 3 ans. Cependant, la marine manque à ce point d'hommes qu'ils sont rapidement réintégrés dans des postes d'officiers en second. Les capitaines Ferretier et Maurice seront quelques années plus tard nommés commandeurs de la Légion d'honneur et chevaliers de l'ordre de Saint-Louis. Quant au vaisseau ennemi, le HMS Northumberland,
navire de ligne britannique de 74 canons, commandé par le capitaine Henry Howsam, il connut son heure de gloire en transportant Napoléon Ier en exil à Sainte-Hélène. Le combat naval est un podcast original de Radio Balise écrit par Martine Rouillet avec les acteurs du groupe de lecture à voix haute du plateau En toute liberté. Les narratrices Brigitte Hubert-Deville, Françoise Chauvel, le capitaine Ferretier, Bertrand Moilicou, le capitaine Maurice, Nicolas Mougel, le capitaine Le Guarin, Jean-François Herry.